Donc, le titre de la conférence, un titre joyeux, l'année 2025 ou le basculement vers un autre monde. Alors, d'abord, le but de cette conférence, c'est d'abord commencer par une présentation générale, le cadre général, et ensuite essayer de comprendre les racines des mots qui nous accablent et qui vont normalement nous accabler avec encore plus de force. Donc, comme le titre l'indique, nous entrons dans une période de basculement, une nouvelle ère. Et finalement, nous assistons à une tentative de finalisation de la gouvernance mondiale, une gouvernance mondiale multipolaire avec des blocs continentaux, reposant sur une métaphysique bien précise, et pour être précis en fait, une métaphysique antichrétienne. Alors d'abord le cadre général, vraiment la photo rapide, et ensuite essayer d'approfondir la chose. L'Union européenne, nous sommes, début de l'année, nous sommes le 18 janvier 2025, nous assistons, en ce qui concerne l'Union européenne, à une dislocation, en tout cas une grande fragilité du système, fragilisation de l'Union européenne, et des gouvernements fragilisés, des partis politiques déconsidérés, et nous voyons aussi, nous subissons en Europe ce qu'on appelle une submersion migratoire. Instabilité gouvernementale, comme je l'ai dit, et cette Europe, cette malheureuse Europe, est le paillasson des rivalités entre la Russie et les États-Unis. La Russie de Poutine, elle est constituée d'une oligarchie. Lubavitch, je suis désolé, j'ai fait un livre sur les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine, et cette oligarchie pèse très lourd. Et cette Russie de Poutine a pour objectif d'aboutir, et je n'invente pas, ça a été écrit lui-même par Poutine en 2011 dans Izvestia, l'objectif est d'aboutir, je cite l'expression, à une Russie, enfin une Union eurasienne supranationale. C'est ce qu'a écrit Poutine en 2011. Après, va-t-il réussir? Ça, c'est autre chose. Mais c'était fixé dans le texte en 2011, sous la plume de Poutine, et dans la dissidence, on ne cite jamais ce document que j'ai fait traduire et qui est en annexe dans mon livre « Les permanences de la géopolitique et la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine ». Un Poutine et son oligarchie, un Poutine qui veut maintenir son précaré, d'où en particulier le refus de voir l'Ukraine basculer dans le camp de l'Union européenne vassalisé en fait aux États-Unis et dans le camp de l'OTAN. Les États-Unis de Trump, nous avons l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump, dans un pays miné par la dette. La dette de l'État fédéral américain dépasse les 36 000 milliards de dollars. Nous avons donc un État fédéral américain fragilisé. Nous avons un dollar, la monnaie américaine, elle aussi rejetée dans de nombreux pays. Mais nous avons parallèlement à cela une volonté expresse, c'est officiel, de Trump d'aboutir à la création d'un bloc nord-américain unifié, avec, il dit un 51e État, le Canada, en fait une sorte de fusion entre les États-Unis et le Canada, avec l'annexion du Groenland et un contrôle du canal de Panama. Donc, la constitution d'un bloc. Et vous allez voir que Trump n'invente rien, c'est un projet ancien. Parallèlement à ça, chez Trump, il y a la volonté d'aboutir à un conservatisme balançant à la poubelle tout ce qui est wokisme, LGBT, et sur ce point, on ne peut être que d'accord, puisque c'est anti-vie de toute manière. Et en même temps, on voit avec Trump et puis ses acolytes, en particulier Elon Musk, une fragilisation donc des États européens, et en particulier le fait que, Elon Musk, s'attaque à des gouvernements, par exemple le gouvernement britannique, dans l'affaire des gangs pakistanais, les viols, avec le premier ministre anglais Starmer qui est mis sur la sellette. Nous avons un Proche-Orient et l'Afrique en ébullition. Dans le cas du Proche-Orient, la Syrie, l'Irak, qui sont des pays qui ont été quand même sérieusement malmenés, le mot est faible,
par l'Occident, et Israël en particulier, la Libye qui a été détruite par Sarkozy, et en fait les anglo-saxons en arrière-fond, et nous avons la volonté des dirigeants israéliens, Netanyahou en particulier, d'aboutir à un grand Israël. Et grand Israël passant par la dislocation des pays musulmans. Nous avons en même temps l'Iran qui, selon les informations, est sur le point d'aboutir à l'obtention de l'arme nucléaire, qui représente vraiment la grande menace pour Israël, qui voudrait lui faire la peau, pour faire court. Et parallèlement à ça, nous avons la Turquie, qui a joué un grand rôle dans l'effondrement de la Syrie de Bachar, et qui pèse lourd dans la région. Enfin, une Russie qui disposait de bases, Tartous et l'attaquer, et avec ce qui s'est passé, tout laisse à penser que la Russie va prendre congé de ses territoires, de ses deux bases. Aux dernières nouvelles, peut-être qu'il peut y avoir un arrangement de dernière minute, mais enfin en tout cas, il est obligatoire pour la Russie, si elle est vraiment virée, à première vue ça semble être le cas, de la Syrie, il lui faut impérativement trouver un port en eau profonde, et il reste une partie de la Libye qui peut-être pourrait accepter la chose, ou bien Mers el-Kébir, qui est en eau profonde pour l'Algérie, encore faut-il que le gouvernement algérien accepte, bref, 3 points de suspension. L'Asie, plus particulièrement la Chine, qui est le principal adversaire des États-Unis, et les États-Unis de Trump, et la Chine qui lorgne sur Taïwan, qui est une barrière face aux côtes chinoises. Et si la Chine arrivait à mettre la main sur Taïwan, ce serait pour ce pays une ouverture complète sur le Pacifique. Mais Taïwan, c'est aussi un concentré en matière de production des microprocesseurs. Donc des événements militaires brutaux auraient un impact planétaire immédiat. Une Chine toute puissante, certes, mais une Chine minée par sa démographie. Ils ont eu la malheureuse idée de trucider d'abord l'enfant unique, deuxièmement de trucider des fœtus de sexe féminin, sur des années, ce qui fait qu'il y a des dizaines et dizaines de millions de jeunes filles de 18 ans, 20 ans, 22 ans qui manquent. Et c'est là, je le dis souvent, que la chanson de Patrick Juvet, Où sont les femmes, est appelée à avoir un grand avenir dans ce pays, parce qu'effectivement, la chinoise, on la cherche, et vous avez 10 Chinois à cavaler après une chinoise, évidemment, ça crée des traumatismes. Et inévitablement des répercussions dans le boulot. Hein. Bon. Donc, puissance chinoise, bon. La Chine qui développe le principe des routes de la soie, ce qu'on appelle OBOR, alors ça c'est le sigle en anglais, One Belt, One Road, une ceinture, une route, ou bien BRI pour donc l'initiative ceinture et route qui traverse l'Asie centrale, mais aussi les mers, et donc une Chine qui s'affirme, mais avec des faiblesses malgré tout. Autre point, cadre général toujours, les BRICS. Vous avez là un pays qui vient d'entrer dans les BRICS, alors donc Russie, Brésil, Chine, etc., Iran, Égypte, et le dernier pays, donc l'Indonésie, et vous avez donc les BRICS qui représentent environ 36% du PIB, enfin PIB mondial, et le G7, donc États-Unis, Europe, à peu près 29%, ce qui fait du PIB mondial, ce qui fait que les BRICS pèsent plus lourd d'un point de vue PIB par rapport au G7, et les BRICS avec l'Indonésie réunissent à peu près 50% de population mondiale, en gros. Mais les BRICS sont minés par des rivalités internes, en particulier entre l'Inde et la Chine. Ce qui fait que même si l'Inde fait partie des BRICS, même si l'Inde fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai, il n'empêche que l'Inde, ancienne colonie britannique, il y a inévitablement des liens maçonniques entre l'Inde et la City de Londres, l'Inde a un pied avec le monde occidental. Et nous avons en particulier le fait que l'Inde fait partie du Quad, qui est le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, qui réunit outre l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, évidemment. C'est pour contrôler la zone Indo-Pacifique, c'est entendu, la Chine. Et puis vous avez aussi l'Inde, qui a, au temps de l'administration Biden, lancé l'IMEC, alors ça c'est le sigle en anglais pour Corridor économique Inde, Proche-Orient, Europe, alors couloir économique de gazoduc, route, etc., partant de l'Inde, traversant l'Arabie Saoudite, traversant Israël, mais avec les événements actuels, Israël, Liban, Syrie,
Le projet, il est suspendu et normalement continuant jusqu'en Europe. Tout ça pour contourner les routes de la soie chinoises. Donc on a une rivalité entre le monde anglo-saxon et les puissances de la Terre. Je rappelle que l'expression route de la soie, Seidenstraße, ça remonte au XIXe siècle avec ce géographe allemand Ferdinand von Richthofen qui est à l'origine de l'expression de ce mot. Le concept route de la soie, évidemment, existait bien avant. Enfin, nous avons une révolution en cours, l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, les bitcoins. En matière de crypto-monnaies, c'est la Chine et la Russie qui sont à la pointe. Une numérisation galopante, tout azimut. L'importance des réseaux sociaux. On peut même parler d'une géopolitique des réseaux sociaux. Et Elon Musk en est la figure de proue par excellence. Le même Elon Musk, qui est à la pointe de tout ce qui est satellite, Starlink, et ça joue en particulier un rôle en Ukraine, Neuralink, les implants cérébraux, ce qui fait dire, cet homme qui a plus de 400 milliards de dollars en poche, si je puis dire, c'est que Elon Musk fait partie de l'État profond, ou en tout cas d'une partie de l'État profond, car il faut, pour avoir une telle emprise, SpaceX, Tesla et compagnie, il faut obligatoirement un appui financier, un appui bancaire, l'arrière-fond, le monde militaro-industriel américain, ou en tout cas une partie est derrière Elon Musk. Donc, c'est pas une fleur bleue, il pèse très lourd dans le système oligarchique. Donc en fait, nous voyons actuellement de plus en plus un monde qui se privatise, une oligarchie qui privatise le monde, bref, une féodalité numérique de plus en plus présente. Un endettement mondial colossal qui dépasse les 300 000 milliards de dollars, soit à peu près 3 fois le PIB mondial. Enfin, un effondrement complet de l'Église depuis Vatican II. Je tiens à préciser que l'Église depuis Vatican II, c'est l'Église conciliaire, c'est-à-dire ce n'est pas la véritable Église. Quand vous avez en 2020 Bergoglio dit François qui, en 2020, crée ce qu'on appelle le Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican, réunissant la crème de la crème des multinationales, et tout ça à hauteur de plusieurs milliers de milliards de dollars, avec les Rothschild entre autres, eh bien on se dit que Mammon est vraiment au Vatican. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas la véritable Église. La situation est temporaire. Comme disait la Sainte Vierge en 1846 à La Salette, l'Église sera éclipsée. Et par définition, une éclipse, c'est temporaire. Alors, sur ces bonnes paroles, c'était le cadre général. Comment expliquer la situation actuelle, cette volonté de gouvernance mondiale, ces blocs continentaux, ce monde multipolaire, l'action de ce monde privé qui s'impose? Alors évidemment, je vais aller dans les grandes lignes, mais essayer de trouver une ligne directrice pour évoquer le cas de cette gouvernance mondiale. Il faut déjà remonter, par exemple, aux années 1300 en France, règne de Philippe le Bel, et vous avez un juriste qui s'appelait Pierre Dubois, qui élabore différents projets. Alors à l'époque, dans les années 1300, c'est l'Europe puissance qui sort du cadre général, qui en impose. Et il rédige plutôt plusieurs ouvrages où il imagine une Europe, une sorte de confédération européenne, où vous avez une autorité supranationale, ou une confédération, c'est pas tout à fait la même chose, mais déjà une autorité allant au-dessus des nations, avec une église désacralisée. C'est-à-dire que le droit, l'aspect juridique, prend le dessus sur le sacré, sur le spirituel. D'où la grande présence, par exemple, des juristes autour de Philippe le Bel, Guillaume Nogaret, etc. Donc on voit une prééminence du droit sur la spiritualité, c'est-à-dire le lien avec le ciel. Ces travaux de Pierre Dubois vont faire des petits, et vous avez quelques générations plus tard un roi de Bohême qui s'appelait Georges de Podébrady, qui en 1463 présente un modèle de confédération européenne avec un parlement itinérant européen changeant de ville tous les 5 ans, une cour de justice et une autorité papale rabaissée et soumise aux droits, et je vais dire aux passions humaines. Son projet est présenté en 1463, aucun résultat, cela n'intéresse personne.
Et dans cette évolution de l'Europe, on voit donc l'esprit juridique. Alors le droit, évidemment, est une chose capitale et indispensable, ça va de soi, mais un esprit juridique qui prend le dessus sur le spirituel, l'autorité du pape, le vicaire du Christ, et inévitablement des répercussions sur le roi de France, lieutenant du Christ. Et vous avez cet événement extraordinaire, unique, même dans l'histoire du monde, c'est l'arrivée de Sainte Jeanne d'Arc, 1412-1431, qui va certes mettre à la porte, j'allais être plus brutal, foutre à la porte, mettre à la porte les Anglais de France, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Certes, il fallait que les Anglais dégagent, ils ne pouvaient pas rester, sinon on aurait mangé comme eux. Ça, c'est la décadence. Et en fait, la mission de Sainte Jeanne d'Arc, c'est quoi? C'est de rappeler qu'au-dessus du droit, il y a ce fameux lien spirituel qui avait été déjà instauré par le baptême de Clovis, sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy, qui rappelle, c'est la naissance spirituelle de la France, en sachant que la naissance physique, c'est-à-dire que les Français se sentent français, c'est plusieurs siècles plus tard avec la bataille de Bouvines, juillet 1214, rappeler qu'il y a une primauté du ciel sur les ambitions humaines, sur les ambitions terrestres, et que la finalité du roi de France, du lieutenant du Christ, c'est de créer les conditions politiques, économiques, le cadre général pour la société, pour faire en sorte que ces sujets gagnent le ciel. C'est ça. Et c'est le rôle et la mission de Sainte Jeanne d'Arc de dire que l'élément premier, d'ailleurs c'est ce qu'elle va faire, c'est un roi de France sacré. À peine se fait-elle connaître qu'elle oblige le gentil dauphin, futur Charles VII, à aller au mois de juillet 1429 se faire sacrer à Reims, pour établir ce lien, rattacher la France au ciel. Donc pour montrer la primauté du spirituel sur le droit. Et le droit doit être, modelé en fonction de cette spiritualité catholique. C'est ça la mission de Sainte Jeanne d'Arc. Malheureusement, et c'est ça qui est sidérant, vu l'action extraordinaire de cette jeune fille, c'est que les rois de France ont mal compris cela et ont peu à peu laïcisé le pouvoir politique royal. Déjà, Charles VII, avec la fameuse pragmatique sanction de Bourges, 1438. Vous avez ensuite François Ier, 1516. Vous avez Louis XIV, 1682, la déclaration des 4 articles, où il y a une laïcisation du pouvoir politique et une diminution de l'autorité papale, où en fait il doit avoir une collaboration entre l'autorité politique, le lieutenant du Christ, le roi de France, et le pape, le vicaire du Christ. Mais peu à peu, on assiste à l'émergence du monstre froid qui est l'État. Et la France va le payer avec 1789, et cette laïcisation complète de la France aboutit en 1790 avec la constitution civile du clergé. En fait, c'est comme en Chine, vous avez une église chinoise complètement soumise à Pékin, c'est-à-dire c'est rien. Et en fait, c'est ça qui est arrivé en France, mais par strates. Et pour expliquer cette dégradation de ce spirituel et au profit des ambitions humaines, parce que finalement, tout ce qu'on voit, c'est l'homme qui doit s'émanciper via la réforme, la Renaissance et la jouissance des biens de ce monde, on trouve déjà les traces de ce basculement progressif en lisant l'œuvre d'un juriste français, Jean Bodin, 1530 à peu près, 1596, avec son livre, qui fait à peu près 1000 pages, Les 6 livres de la République. Et ce Jean Bodin, ce juriste français, va avoir un impact très important en France, mais aussi en Europe, auprès de Hobbes, de Locke, de Grotius, Pufendorf, où on assiste à une dégradation et une déspiritualisation de la société au profit du droit et d'un État de plus en plus froid. Et vous avez un professeur français, Gérard Méret, professeur au département de sciences politiques de Paris 8, qui a parfaitement expliqué cet effondrement progressif et entamé entre autres par Jean Bodin, mais il y avait la Réforme, la Renaissance aussi, qui explique qu'en fait la finalité du projet, c'est de mettre à bas la révélation pour revenir à une situation d'avant la révélation, d'avant le Christ. Et donc le processus lancé par Jean Bodin, le juriste Bodin, c'est un projet qui va peu à peu miner la France, née du baptême de Clovis, et faire des petits en Europe.
Je vais vous citer un extrait de ce professeur Gérard Méret concernant donc les 6 livres de la République de Jean Bodin. Je le cite. « C'est pourquoi aussi quand Jean Bodin soumet l'exercice de la souveraineté et non point la souveraineté à la loi de nature et de Dieu, il se réfère non à la tradition chrétienne, mais à la loi mosaïque, le mosaïsme d'avant le Christ, qui était absolument indispensable. À l'époque, c'était le soubassement parachevé par le Christ. Mais dans la pensée de Bodin, on revient à la situation d'avant le Christ sauve. L'état de souveraineté dont les 6 livres de la République élaborent génialement la structure conceptuelle n'est pas un ordre politique chrétien. Il n'est pas la République chrétienne. Dans sa structure interne, dans son concept constitutif, l'état bodinien est d'essence laïque. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'état bodinien, toutes les confessions sont admises. C'est Assise Jean-Paul II. Bodin appelle le prince à la tolérance. Et quand il s'agit de rappeler, Bodin le fait 100 fois, que le souverain est limité en puissance par la loi de nature et de Dieu, premièrement, ce n'est jamais pour limiter le principe de souveraineté en tant que tel, mais seulement son exercice. Et deuxièmement, la référence ne va jamais à la tradition politique chrétienne, mais à la tradition juive. Non pas le Nouveau Testament, pratiquement jamais cité au cours de plus de 1000 pages, mais l'Ancien Testament, cité lui en abondance. Non pas le peuple chrétien, mais les Hébreux. Non pas le Christ, mais Moïse. Non pas Paul s'adressant aux Romains, mais le Deutéronome, un des 5 livres de l'Ancien Testament. Toute puissance vient de Dieu, pas une seule fois. La devise paulinienne, fondatrice d'un ordre politique chrétien, est citée. Bodin regarde non du côté de l'Église et du spirituel, mais du côté des anciens, hébreux, grecs et romains. Donc vous voyez, cet état d'esprit à conséquences politiques qui consiste à effacer progressivement la marque catholique pour revenir à une situation comme avant, comme le dit une chanson de Michel Berger, Le paradis blanc, comme avant. Écoutez, les paroles sont très précises. On efface la marque christique pour revenir à la situation d'avant le Christ et reconstruire un monde débarrassé de la Sainte Trinité, de la divinité du Christ et du sacerdoce. Eh bien, cette pensée fait florès et on voit, en ajoutant à cela la Réforme et la Renaissance, cet ensemble faire des petits. Et vous avez en particulier, dans le cas de l'Angleterre au XVIe siècle, 1530 et quelques, avec Henri VIII qui se détache de l'autorité papale et qui va immédiatement avoir le soutien de la puissance financière juive, en particulier la famille Mendes qui avait fait fortune dans le poivre. Et vous avez sa fille, Élisabeth Ier, qui était une femme extraordinaire. On peut ne pas être d'accord sur sa politique, mais elle avait une personnalité hors norme, cette femme, qui va renforcer la politique de son père en créant peu de temps avant sa mort, en 1600, la Compagnie britannique des Indes orientales, qui est l'organisation commerciale, super entreprise commerciale, concernant le commerce en Asie, qui va être l'outil donnant naissance à l'Empire britannique, à la City de Londres qui existait déjà, mais qui va être renforcée, et donc à l'expansion du monde britannique, et une expansion britannique contraire à l'idéal romain. Parallèlement à l'histoire britannique, vous avez, dans le cas du Saint-Empire romain germanique, ce qu'on appelle le Cénacle de Tübingen, la ville allemande de Tübingen. Vous avez un groupe d'hommes, on connaît surtout un personnage qui s'appelait Johann Valentin Andreae, qui rédige vers les années 1614 3 ouvrages, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis et Noschimit de Christian Rosenkreuz. Pour dire quoi, en gros, pour faire court, que c'est un mélange, en fait, ces ouvrages de christianisme, de gnose, la connaissance, pour reformater l'esprit des Européens, pour aboutir à un monde laïcisé et obéissant à des influences orientales. Et vous allez comprendre, peu à peu, les choses vont s'imprimer. Outre ce cénacle de Tübingen, vous avez à nouveau en Angleterre le processus qui se renforce au XVIIe siècle avec Cromwell, la révolution de Cromwell, qui fait décapiter en 1649 Charles Ier. Et autour de Cromwell, qui est un vétérotestamentaire passionné et fanatique, c'est-à-dire
un ennemi de Rome et d'une judaïsation de son esprit, Cromwell est entouré de personnages qui vont jouer un rôle capital dans l'histoire de l'Angleterre et de l'histoire du monde, pour faire court. En particulier, il a parmi ses collaborateurs un certain Robert Boyle, qui avait écrit en 1646 et une lettre qu'on a toujours, qui est conservée aux archives d'Oxford, je crois. Et ce Robert Boyle, un des collaborateurs de Cromwell, évoque l'existence d'un gouvernement de l'ombre, chargé de vraiment diriger la politique anglaise. Tout ça matiné de protestantisme, judaïsme, gnose. Et ce gouvernement de l'ombre, il n'est pas appelé gouvernement de l'ombre par Robert Boyle, mais l'expression exacte, le collège invisible. Et outre ce Robert Boyle, secondant Cromwell, vous avez aussi un personnage important qui s'appelait John Dury, calviniste, judéophile forcené. Alors, pour information, il faut lire les travaux de l'universitaire juif anglais Cecil Rhodes, ROTH, professeur à Oxford, il est mort dans les années 70, qui était le patron de l'Encyclopédia Judaica, qui vraiment apporté des informations passionnantes. Et donc, vous avez parmi ces personnages, John Dury. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il va jouer un rôle clé dans le basculement de la puissance financière juive hollandaise à la City de Londres. Vous avez, dans les années 1650, la puissance financière juive hollandaise, les Pays-Bas, en fait, à l'époque, on les appelait les Provinces-Unies. C'est le Wall Street hollandais de l'époque, qui a à sa tête un rabbin qui s'appelle Menasseh Ben Israël. Et ce Menasseh Ben Israël, il faut savoir que, il dit donc, il s'adresse à Cromwell, à qui, la cause juive, il lui dit, écoute mon gars, je résume, hein, il y a une présence juive en Europe, en Afrique, au Proche-Orient, l'Asie, etc. Et on vient d'apprendre qu'il y a, suite à un navigateur marade, c'est-à-dire juif faussement converti au catholicisme, qui s'appelait Montesinos, on vient de découvrir en Amérique du Sud 2 tribus des 10 tribus perdues d'Israël, les tribus de Ruben et de Lévi. Mensonge et honté, chose pas complète, mais bon, l'information passe et crée un émoi considérable dans la communauté juive hollandaise. Et Menasseh Ben Israël dit ceci en gros à Cromwell. En 1290, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, a flanqué à la porte les Juifs d'Angleterre. Donc, il y a des Juifs en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Bon, l'information était fausse, mais c'était cru à l'époque, mais il n'y a pas l'Angleterre. Or, il est dit que la rédemption du peuple d'Israël commencera à partir de la répartition et la dispersion complète des Juifs dans le monde. Donc, il manque l'Angleterre. Donc, ouvre les portes, Cromwell, accueille les Juifs, et en échange, nous, la puissance financière, on passe des Pays-Bas à la City de Londres. Et il se serre la main, affaire conclue. C'est ça qui a propulsé la puissance de la City de Londres avec la création en 1694 de la Banque d'Angleterre. Et donc ça a été un événement capital, et c'est ça qui a vraiment lancé l'Empire britannique. Alors, en tout cas, ça a été un accélérateur extraordinaire. Parallèlement à ça, vous avez des ouvrages qui rentraient dans cette voie de conquête du monde. Déjà au XVIe siècle, en 1516, le Utopia de Thomas More, qui évoque un monde unifié, un Dieu un, surtout pas trinitaire, 54 villes parfaitement identiques, sorte de Colmao avant l'heure. Et il faut rappeler quand même, que Thomas More s'est racheté, puisqu'il s'est opposé à la politique d'Henri VIII, et il s'est sacrifié, il a voulu rester catholique, il a été canonisé quelques temps plus tard, c'est Pie XI. Bon, donc on peut faire de grosses bêtises, mais se récupérer après. Vous avez aussi Francis Bacon, 1627, avec la Nouvelle Atlantique, qui évoque l'idée d'un monde unifié, uniformisé, etc. Mais peut-être le projet de l'époque le plus moderne, d'une certaine manière, c'est un moine français, c'est-à-dire un moine aux idées tordues, vous allez voir pourquoi, qui s'appelait Émeric Crusset, qui a écrit un livre que j'ai lu, et j'ai mis les passages clés dans mes livres, Le Nouveau Ciné. Ciné, C-Y-N, accent aigu E, en référence à un homme politique grec, cinéaste, qui travaillait pour un souverain grec du monde antique, qui, en 1623, évoque
l'idée d'une gouvernance mondiale, alors c'est pas gouvernance mondiale, mais d'un monde unifié, c'est pas l'expression utilisée à l'époque évidemment, un monde unifié avec le principe du libre-échange, une monnaie mondiale, une unité de monnaie, une unité de poids et de mesure, avec le mélange de populations, plus de frontières, et une capitale mondiale pour régir tout ça. Venise, capitale de la finance, mais aussi du ghetto. Donc on voit, les jalons sont posés. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne vient pas de sortir, c'est vraiment un projet très ancien. Donc cette Angleterre va être la figure de proue dans cette histoire, et vous avez en particulier, à la fin du XVIIe siècle, 1697-1698, ce qu'on appelait la grande ambassade menée par le tsar Pierre Ier, qui, entouré de nombreux conseillers diplomates, arrive en Angleterre, et il va rentrer en contact avec différents hommes politiques et d'influenceurs, et en particulier avec un institut qui a pris du poids de la bête. Je vous ai cité les propos de Robert Boyle, le Collège invisible, qui est donc cette instance avant l'heure sur le gouvernement de l'ombre, qui va se développer et qui en 1660 émerge de manière officielle pour prendre le nom de Royal Society. Et c'est un mélange de gnose, de judaïsme, protestantisme, en tout cas violemment anti-catholique, anti-papiste. Et son premier patron, c'est un Anglais d'ailleurs d'origine allemande, qui s'appelait Henry Oldenburg, qui va épouser, je vous ai cité John Dury, qui a joué un rôle clé pour le basculement de la puissance financière hollandaise des Pays-Bas à la City de Londres, et bien ce Henry Oldenburg va épouser la fille de John Dury. Donc dans ces milieux-là, ils se marient entre eux. C'est une aristocratie, ils n'épousent pas la bergère du coin. Bon. Et donc, comment il s'appelle, le tsar Pierre Ier entre en contact avec ces dirigeants de la Royal Society, et donc avec une tournure d'esprit matinée de protestantisme, de judaïsme, de gnose, et quand il retourne en Russie, eh bien il retourne avec certains Anglais ayant cette mentalité. Je rappelle qu'un des dirigeants au tout début du XVIIIe siècle de la Royal Society s'appelait Isaac Newton. Bon. Et vous allez avoir comme une progression, en particulier, cette Royal Society qui va enfanter en 1717 la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est que la conséquence d'un long travail de sape sur des générations, et peu à peu, elle a vu le jour, donc 1717, avec deux Anglais, James Anderson, et un Anglais d'origine française, huguenot, suite à la révocation de l'édit de Nantes 1685 par Louis XIV, qui s'appelait Jean-Théophile des Aguiliers. Franc-maçonnerie, rite écossais ancien accepté, obéit à essentiellement 3 points. Le naturalisme, il n'y a pas de religion révélée, d'où une opposition foncière au catholicisme. Le nominalisme, c'est-à-dire qu'il y a une vérité évolutive, changeant, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, et puis dans 10 ans, ça serait une autre. Et troisième point, la primauté de l'homme. Voilà, c'est ça l'idéologie maçonnique. Et cette idéologie maçonnique, née en 1717 en Angleterre, plus précisément à Londres, va se développer sur le continent européen. Et James Anderson va muscler son travail, si je puis dire, puisqu'en 1723, il rédige, c'est au pluriel, les constitutions d'Anderson, et quelques années plus tard, 1738, il change l'article 1 des constitutions d'Anderson, qui est capital à comprendre. Il est écrit « Tout maçon se doit d'être noachite ». Ah, c'est quoi? Noachite, c'est le noachisme. Le noachisme, c'est la religion, je mets des guillemets, élaborée par la synagogue judéo-talmudique qui s'oppose au christianisme. Je rappelle que les Juifs, ne reconnaissant pas le Christ comme le Fils de Dieu incarné, ont élaboré entre 100 et 500 le Talmud, qui est le code civil, religieux et politique de la synagogue rebelle. Bon. Et je rappelle que le Talmud est violemment antichrétien, puisqu'il est précisé, entre autres, dans Traité Gitin 56b, 57a. Alors, désolé, c'est pas agréable à entendre, mais il faut le dire, dans le Talmud, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Bon. Et ce monde rabbinique va élaborer tout un programme, entre autres, le noachisme, qui est composé de 7 lois pour les non-juifs, les goïms, nous.
Et, euh, et ces lois, certaines sont excellentes. Contre le meurtre, on est tous d'accord. Contre le vol, d'accord. Très bien, etc. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que vous avez essentiellement 3 mesures violemment anticatholiques, puisque le noachisme, c'est un rejet complet de la Sainte Trinité. Dans le catholicisme, vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 personnes distinctes en une. Alors que dans le judaïsme et dans l'islam, c'est le Dieu un. Le principe de la Shema. Shema, C-H-E-M-A. Bon, Dieu un. Et puis, rejet complet de la divinité du Christ. Puisque pour les musulmans, le Jésus est un homme de qualité, c'est un prophète respecté, mais c'est en aucun cas le fils de Dieu incarné, c'est pas le fils d'Allah. Et pour les Juifs, alors là, c'est un homme, certes, mais surtout pas le Messie attendu, et c'est un affreux imposteur, et qui mérite d'ailleurs d'être châtié, comme je vous l'ai dit, dans toute délicatesse, dans des excréments bouillants. Et donc, bien comprendre que le noachisme, qui donc est anti-trinitaire, anti-divinité du Christ et anti-sacerdoce, puisque le prêtre, par la messe, rappelle le sacrifice non sanglant de la messe, le sacrifice du Christ sur la croix, non sanglant, et bien évidemment, le sacerdoce doit sauter. Donc, bien comprendre que ce noachisme est inclus dans la maçonnerie, dans le rite écossais ancien accepté. Vous avez 33 degrés dans la maçonnerie, le 21e degré maçonnique du rite écossais ancien accepté, c'est le 21e degré noachite ou chevalier prussien. Donc l'expression judéo-maçonnique est tout à fait valable. En revanche, on ne peut jamais dire judéo-chrétien, car je rappelle que pour les catholiques, le Christ a parachevé le mosaïsme, qui est non enterré. Il était utile, tous les prophètes, les Isaïe, etc. étaient très importants, mais terminé, le judaïsme est mort, le mosaïsme est mort, mais les Juifs n'ayant pas reconnu le caractère Messie, le Fils de Dieu incarné, il y a eu cette opposition. Cette maçonnerie va donc se développer, en particulier en Russie, puisque je vous ai dit le fait que Pierre Ier le Grand a côtoyé l'élément précurseur de la maçonnerie. Il a fait venir en Russie des Anglais qui ont posé les jalons. Vous avez la création de la première maçonnerie en 1731 en Russie. Elle va être interdite au début du XVIIIe siècle par Alexandre Ier, mais les représentants maçons russes perdurent durant toute l'histoire russe. Elle est rétablie, cette maçonnerie russe, en 1905, à nouveau interdite en 1917 par le régime bolchevique, et remise à l'honneur en 1995 en Russie. Et actuellement, la maçonnerie se porte comme un charme sous le régime de Poutine. En 2017, vous avez eu pour le tricentenaire de la maçonnerie, la création de la maçonnerie en Angleterre, le patron de la maçonnerie anglaise de l'époque, 2017, donc le duc de Kent, cousin de la reine Elisabeth II. Ils ont fait, la vidéo est sur internet, vous pouvez la voir, une grande fête pour fêter le tricentenaire de la maçonnerie, et un des invités d'honneur, c'était le grand patron de la maçonnerie russe, Bogdanov. Et pour information, j'ai mis la photo en couleur dans mon livre « Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe », aux éditions Culture et Racines. Cette maçonnerie s'est développée, certes, en Russie, partout en Europe, mais en France, et elle va toucher les élites françaises. Alors, il faut bien comprendre, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est-à-dire la plupart du temps superficielle, bien comprendre que l'idéologie maçonnique ne va vraiment être comprise que par une minorité. La grande masse des élites françaises vont dans les loges pour s'encanailler, et qui vont en fait se faire ensuite trucider durant la Révolution française. Mais vous avez une élite maçonnique qui va vraiment marquer la France et jouer un rôle clé dans la Révolution de 1789. Et vous avez un personnage, un révolutionnaire français, qui s'appelait Anarchésis Klotz, enfin français, oui, d'origine étrangère en fait, qui va, en 1792 et 1793, rédiger 2 ouvrages, La République universelle et La République du genre humain. Et ces ouvrages sont actuellement, dans les éditions actuelles en France, tronqués. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait en sorte, d'abord j'ai retrouvé les originaux de l'époque, et j'ai fait en sorte que ces 2 livres soient publiés intégralement, les 2 exemplaires en un, aux éditions Omnia Veritas. Et c'est vraiment capital de connaître la pensée de Klotz, parce qu'il est en fait le porte-parole de la Révolution, de l'esprit de la Révolution.
c'est-à-dire l'esprit de la révolution maçonnique, mais avec tous les liens que je vous ai cités, enfin tous les éléments que je vous ai cités, la Royal Society, la Gnose, le Talmud, etc. Et comme par hasard, les éléments ennuyeux ont été caviardés dans les éditions actuelles, et là on voit vraiment de la part de ceux qui ont caviardé les éditions actuelles en France, et qui, en plus, n'ont pas précisé dans le livre que les passages avaient été supprimés. Donc, on croit lire le bouquin en entier, en fait, il y a plein de passages qui ont sauté. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous citer les quelques passages clés qu'on retrouve, donc, comme je vous l'ai dit, dans les 2 livres réunis en un aux éditions Nunc Veritas. Vous allez voir la modernité des propos, parce que ce qui sort en 1792, c'est le programme qui, finalement, est sur le point de réussir en 2025. Je cite Klotz, des extraits. Le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique, écrit en lettres capitales dans le texte d'origine, c'est-à-dire un monde unifié. Le peuple fera justice lui-même de l'absurde catholicisme. L'aspect bloc continentaux, gouvernance mondiale. L'Europe, et l'Afrique, et l'Asie, et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. Ça, l'aspect ésotérique. Et blocs continentaux de ce bloc unifié. Nous sommes en 1792. Voilà un passage qui avait sauté. Vous allez voir comme c'est étonnant. Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. La guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. J'ai dit et le répète que le genre humain est Dieu. La République universelle, voilà l'expression de l'époque pour dire gouvernance mondiale. La République universelle remplacera l'Église catholique. Pensez à Bergoglio. Et là, il fait du bon boulot, entre guillemets. Hein. Bon. Il va le payer. Hein. Bon, enfin, écoutez la modernité. Rappelez-vous, pour ceux qui ont mon livre Atlas du mondialisme, la couverture, c'est la France en département, mais en carré. La technostructure bruxelloise avant l'heure. Et puis, la réalité du terrain, les montagnes, les rivières, ils sont obligés de moduler les frontières. Eh bien, ce côté technostructure avant l'heure, Claude, ses petits copains, ont cette même mentalité de la technostructure à l'échelle planétaire. Il dit ceci. La constitution de l'univers sera faite sur un globe divisé politiquement en 1000 cases départementales. Alors, promotion de l'immigration, l'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. Plus de frontières. Et ça me fait penser d'ailleurs aux propos du révolutionnaire français Adrien Duport, qui disait au moment de l'obtention des droits accordés aux Juifs en septembre 1791, alors la citation, c'est pas mot à mot ça, mais je vais sans trahir sa pensée, il dit ceci. Donc après la naturalisation des Juifs, il dit « Les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront profiter ou jouir des droits ou des mêmes droits politiques. » Il formule à peu près comme ça. Voilà, c'est très moderne. Écoutez la modernité du truc, on va penser à Macron. Je demande la suppression du nom français. Dans le cas d'une Europe souveraine, bon. Promotion dans le cadre de Klotz de la métempsychose. La métempsychose, c'est la migration des âmes. Eh bien, dans la Kabbale, qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme, ça s'appelle le Gilgoul. Il écrit ça en 1792 et il termine son livre, je cite, « L'an premier de la République française est l'an premier de la République universelle. » Et nous sommes en 2025, et bien nous arrivons au bout du processus. Alors, Révolution française, Napoléon Ier qui répand tout ça dans l'Europe, nous arrivons au 19e siècle. Alors, je vais vous citer 4 points. Premier point, les mémoires de Bismarck et de son ambassadeur, enfin l'ambassadeur français à Berlin après la défaite française de 1870, le vicomte de Gondobiron, le sionisme avec un petit ajout sur les Lubavitch, et un troisième point sur les États-Unis. Il faut connaître les mémoires de Bismarck, qui en fait s'intitulent « Pensées et souvenirs ». J'ai mis les passages clés dans mon livre « Les permanences de la géopolitique et la mystique russe » des Romanov à Vladimir Poutine. Bismarck est hors norme,
c'est un ennemi de la France, mais il est hors norme. Et il écrit un passage d'une modernité aujourd'hui en 2025 avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. En fait, dans ses mémoires et souvenirs, le chancelier Bismarck évoque l'existence de l'État profond allemand. Et il dit qu'il y a deux branches. Il dit qu'il y a la branche de l'État profond allemand pro-russe. Et il appartient à cette branche-là, qui consiste à dire, nous Allemands, nous devons entretenir des liens étroits avec la Russie, des tsars de l'époque. Et il évoque une autre branche de l'État profond allemand, écoutez, qui a pour objectif, et je cite le mot utilisé par Bismarck, de démembrer la Russie. Alors, pour être précis, dans les mots qu'il utilise, il part de la Grande Russie. La Grande Russie, c'est la Russie de Moscou à Vladivostok. Et il part de la Petite Russie, qui est l'Ukraine. Il faut démembrer cela en coopération avec la Suède pour annexer les États baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, plus Saint-Pétersbourg, avec en arrière-fond l'appui militaire et diplomatique de l'Angleterre. Eh bien, ça ressemble drôlement à notre situation. Vous rajoutez Washington. Voilà. Et Bismarck, lui, s'oppose farouchement à cela, et durant tout son règne, si je puis dire, jusqu'en 1890, il n'a qu'une idée des liens forts avec la Russie. Et après, c'est l'autre branche de l'État profond qui va l'emporter. Donc, voilà, pour Bismarck. Et pour information, j'ai expliqué et présenté de manière plus détaillée, je ne dis pas tout, la pensée de Bismarck dans la préface que j'ai faite pour ce grand monsieur qui était l'ambassadeur de France à Berlin après les fêtes de 70, le vicomte de Gontaut-Biron. Et je me permets d'ajouter ceci. Le vicomte de Gontaut-Biron, vous savez, le mondialisme, c'est comme un cancer, c'est une évolution. Et à son époque, le mondialisme existe, de manière moins développée évidemment. Et le vicomte de Gontaut-Biron est un légitimiste catholique, très, très grande droiture, qui va être choisi par Adolphe Thiers pour représenter la France après la défaite de 70. Adolphe Thiers était d'origine sociale modeste, homme très intelligent, mais marqué par l'esprit 89, républicain. Et dans sa jeunesse, il avait rendu visite au vieux Talleyrand, Charles-Maurice de Talleyrand, qui était accompagné de personnes. Et après l'entretien, le jeune Adolphe Thiers quitte le château où résidait et valençait Charles-Maurice de Talleyrand. Et les personnes qui avaient assisté à la discussion disent à Talleyrand, ce Adolphe Thiers, c'est un parvenu. Et Talleyrand a répondu oui, mais il est arrivé. Pourquoi je dis ça? Parce que Adolphe Thiers était conscient qu'il lui manquait certaines choses. Un esprit classique, un côté vieille France. Et il va choisir le vicomte de Gontaut-Biron, qui lui avait ce qu'on appelle de la branche, d'une manière naturelle, spontanée. Le vicomte de Gontaut-Biron n'avait aucune formation en matière diplomatique. Mais, ce que dit Adolphe Thiers, lui dit oui, mais en gros, je résume, vous avez l'éducation, vous avez le style à la française, qui va en foutre plein la vue à la cour de Prusse, d'Allemagne. Je rappelle, à cette époque, tout le monde parlait français. Le vicomte de Gontaut-Biron ne parlait pas un mot d'allemand. Tout le monde parlait français parce que, selon une tradition ancienne qui remonte au XVIe siècle, le français pour la diplomatie, l'italien pour l'amour et l'allemand pour les chevaux. Et donc, le vicomte de Gontaut-Biron arrive et il va comprendre une chose, c'est que, et c'est là où j'admire Bismarck, Bismarck a compris, lui, le protestant, que ce qui fait l'âme de la civilisation française, c'est le catholicisme, ce ne sont pas les principes de 89. Mais Bismarck, il veut affaiblir la France. Et il veut les principes de 89, mais une république conservatrice. C'est-à-dire les apparences, qui en imposent, mais l'arrière-fond du poison 89. Et c'est De Gaulle qui a réintroduit la maçonnerie par cette ordonnance du 15 décembre 1943. Et donc, il a fait ce qu'avait fait Bismarck. Mais simplement, Bismarck, ça peut se comprendre, il était allemand. Enfin, prussien d'abord, allemand ensuite. Donc, ça peut se comprendre. Mais à part d'un De Gaulle français,
Mais le péché contre l'esprit, ça existe. Je pense que De Gaulle obéissait à ce critère. Bon, alors, bien comprendre, donc je vous ai parlé de Bismarck, Gontaubiron. 19e siècle, c'est aussi l'émergence du sionisme. Pour comprendre la situation actuelle, il faut évoquer rapidement le sionisme. D'abord, le mot a été inventé par un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. Et c'est un homme extraordinaire, juif autrichien, qui s'appelait Theodor Herzl, qui va véritablement lancer le sionisme. Et j'ai eu le privilège de mettre la main sur les carnets complets de Herzl, qui font 1600 pages. Et ces carnets sont extraordinaires. Herzl est un homme hors norme, qui voulait le rétablissement de l'État d'Israël, donc. Et alors je rappelle, Theodor Herzl, 1860-1904, il est mort jeune, problème cardiaque. Il était un homme d'une personnalité hors norme par l'intelligence, la persévérance, etc. Bien comprendre que lorsqu'on lit les carnets complets de Herzl, alors pour information, ces carnets, je les ai lus et synthétisés dans mon livre Sionisme du mondialisme, la première partie, et dans la deuxième partie, la relation entre sionisme et nazisme. Et les carnets complets de Herzl sont au sionisme, ce que la Bible au christianisme, le Coran à l'islam, Mein Kampf au nazisme, c'est-à-dire le texte fondateur. Et voyez-vous, donc c'est dans ce livre que vous avez donc la présentation générale pour la première fois en langue française du sionisme. Et pour comprendre la situation actuelle, il faut avoir lu les carnets complets de Herzl. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que premièrement, dans le cas du sionisme, Herzl veut une gouvernance mondiale. Alors attention, précision, il ne parle jamais de gouvernance mondiale. Il dit qu'il faut mettre en place, je cite, une humanité une et sans frontières. Avec, je cite, disparition du patriotisme parmi toutes les nations, sauf une, celle d'Israël. Et, écoutez bien, grâce au carnet complet de Herzl, on apprend quel est l'unique ennemi du sionisme. L'islam? Non. Bouddhisme? Non. Shintoïsme? Non plus. Le seul ennemi du sionisme, quand on lit les carnets complets de Herzl, c'est le catholicisme. Avec des formules du style « Le sionisme est bon contre le christianisme. Il faut démonter le Saint-Sépulcre, pierre par pierre. » Et lors d'une discussion avec l'ambassadeur américain Oscar Strauss, Herzl dit à cet ambassadeur « Je lui ai dit que nous avions un seul adversaire, le catholicisme. L'Église est le frère riche qui est son frère pauvre, le judaïsme. » Et à un moment donné, Herzl veut mettre en place une banque composée uniquement de juifs et de musulmans, mais surtout pas de chrétiens. Donc, bien comprendre que le sionisme, c'est d'abord et avant tout un rejet complet du catholicisme. Et d'ailleurs, un exemple, en 1914, l'Empire ottoman, c'est-à-dire Turquie, Koweït, Irak, Syrie, Palestine, Liban et une partie de l'Arabie saoudite, vous aviez en 1914 environ 25% de la population qui était chrétienne. En 2025, la population chrétienne de tous ces pays-là est quasiment anéantie. C'est 0, quelques pourcents en Irak, 1-2% en Syrie, un noyau qui reste au Liban, la Turquie... bon bref, tout ça pour dire que certes les musulmans ont souffert, n'avez jamais oublié que vous avez eu plusieurs centaines de milliers de musulmans à mourir en Irak, en Syrie, mais vous n'avez pas eu une extinction des populations musulmanes dans ces territoires. L'extinction, c'est le christianisme. Et en fait, quand on lit les carnets complets de Herzl, on se rend compte effectivement que c'est bien le cas. Alors vous avez dans la personne qui explique les événements au Proche-Orient, l'élément qui n'est jamais cité, je pense par exemple aux travaux de Youssef Indy, qui dit des choses tout à fait justes, mais qui ne dit pas la chose essentielle. Il est vrai aussi qu'il me l'a dit, il n'a pas lu les carnets complets de Herzl en entier, mais il est musulman, il défend la Houma, bon, en tant que musulman il est logique, mais il oublie de dire que l'élément de base dans le sionisme, c'est pas la haine de l'islam, c'est le rejet du catholicisme. Et évidemment, s'il disait ça, encore, je le dis d'autant plus que les carnets complets de Herzl sont très clairs en ce domaine, mais s'il disait ça, ses idées se casseraient la figure, puisque
Pour lui, c'est l'islam. Mais non, l'islam est un outil plutôt pour les sionistes. Les élites juives, sauf exception, ont toujours méprisé les musulmans. Ils ont toujours méprisé les caravaniers. Lorsque Herzl parle de la zone, donc de la Palestine, à l'époque sous occupation ottomane, alors je ne sais plus si dans ses carnets complets, dans son livre d'Judenstadt, l'état des Juifs, il parle de cette région, de cette zone géographique en disant cet endroit donc sous occupation musulmane, cet endroit flétri et pestiféré. Bien comprendre que lorsqu'on lit les carnets complets de Herzl, il n'y a qu'un seul ennemi, le catholicisme. Et donc ça change tout. Et on comprend beaucoup mieux quand on voit la disparition quasi complète du christianisme, des chrétiens en tout cas, en terre d'islam. Bien. Parallèlement au sionisme, vous avez au XIXe siècle la montée en puissance du milieu du monde Lubavitch. Alors Lubavitch, très rapidement, c'est une branche du judaïsme qui est née dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui promeut l'idée du noachisme. Noachis, je vous ai cité, il fait partie de l'idéologie maçonnique, 21e degré, du rité écossais ancien accepté. Ce noachisme qui a été reconnu de la manière la plus officielle, et je l'ai mis en particulier dans les annexes de mon livre Contre l'Empire Lubavitch, que ce noachisme a été reconnu par les présidents américains de la manière la plus officielle possible. Le noachisme est promu aussi dans le cas de la Russie de Poutine, l'oligarchie qui entoure Poutine et Lubavitch. Je vous passe les noms, mais les grands patrons de l'économie et de la finance sont très souvent Lubavitch. Et donc, il y a des rivalités en plus entre le monde Lubavitch. Ça, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et ce noachisme, c'est donc, comme je vous l'ai dit, des valeurs justes contre le meurtre, le vol. Mais c'est d'abord et avant tout le rejet de la Sainte Trinité et la divinité du Christ et le rejet du sacerdoce. Évidemment, les religions comme l'islam, le bouddhisme, le shintoïsme ne sont pas concernées par ça. Il n'y a que le christianisme, le catholicisme plus précisément. Et il est bien précisé dans les textes du monde Lubavitch, et je dis ce que je vais dire, ça vient directement de leurs textes écrits de leurs mains, ils disent bien que s'ils arrivent à imposer la noachisation des sociétés, c'est-à-dire vraiment le système est verrouillé, ça y est, enraciné, toute personne désobéissant à une des 7 lois du noachisme sera condamnée à mort par décapitation. C'est dans les textes. Donc, dans cette histoire, les seuls qui seront concernés sont les chrétiens. Pas les musulmans, pas les bouddhistes, les hindouistes, les shintoïstes, non. Ce que je dis est purement factuel. Bien. Et outre la promotion du noachisme, il y a aussi la volonté de la part des Lubavitch de reconstruire le temple, qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ par les troupes romaines de Titus. Mais évidemment, pour reconstruire le temple, il faut d'abord détruire la mosquée Al-Aqsa. Et ça, évidemment, les musulmans n'apprécient guère. Et vous avez actuellement des rivalités entre le monde Lubavitch, la maison mère qui est aux États-Unis, à New York, et les Lubavitch pro-russes, pro-Poutine. Pour vous donner une petite idée, et c'est un élément clé qu'il faut retenir, en février 2022, invasion de la Russie de l'Ukraine, donc, la maison mère Lubavitch à New York, qui est le grand centre de distribution du financement des Lubavitch dans le monde entier, en février 2022, les Lubavitch, la maison mère de New York, a coupé le flux financier en direction de la Russie de Poutine. C'est-à-dire que depuis cette époque, les Lubavitch de Russie pro-Poutine ne sont plus irrigués financièrement par la maison mère de New York. Et actuellement, avec le retour de Trump, on va voir, il y a possibilité d'entendre peut-être entre Poutine et Trump, l'élément clé que je vais voir, c'est le rétablissement ou non de ce courant financier de New York vers les Russes, les Lubavitch russes pro-Poutine. Si vraiment il y a une entente véritable entre Trump et Poutine, à nouveau, le robinet financier sera ouvert, et ça prouvera véritablement qu'il y a une réconciliation. S'il n'y a pas ça, ça sera du toc. Autre élément, les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis, c'est une création maçonnique de l'Empire britannique 1776. Montée en puissance des États-Unis au cours du XIXe siècle, et vous avez, et là on commence à se rapprocher vraiment de notre époque, en 1912, l'éminence grise, le conseiller intime du président Wilson, le colonel House, Edward Mandell House, qui écrit un livre, Philip Dru, Administrator.
Et qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un officier de West Point, l'équivalent du Saint-Cyr américain, qui fait un coup d'État aux États-Unis et établit un pouvoir autoritaire et un système complet de réforme de l'État américain et de réforme de l'État mondial, mise en forme d'un État mondial. Et vous avez, dans le chapitre 52, alors c'est un roman, mais un roman en fait politique, dans le roman du Colonel House, chapitre 52, vous avez la volonté de mettre en place un bloc nord-américain unifié, États-Unis, Canada, jusqu'aux îles et Antilles. Et le titre de ce chapitre 52, c'est l'unité de la moitié nord de l'hémisphère occidental dans le cadre de la Nouvelle République. Et quand on lit le chapitre, c'est exactement ce que veut faire Trump. Donc pour bien faire comprendre que Trump n'est que le énième agent, pas le moteur, un agent d'un système qui a déjà au préalable annoncé le programme depuis belle lurette. Je rappelle que le Colonel House va jouer un rôle clé dans la rédaction des 14 points du président Wilson, en fait c'est Colonel House, et au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est le même Colonel House qui va créer un collège invisible qui s'appelle le CFR, le Council on Foreign Relations, et son équivalent britannique, Chatham House. Dans les années 20, vous avez un personnage qui émerge, qui s'appelle Richard de Koudenov-Kalergi, qui est à l'origine de la création de la Pan-Europe, Institut mondialiste, et la Pan-Europe qui a pour objectif de créer une Europe unifiée dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Il a en particulier rédigé un rapport à la SDN, la Société des Nations, pour établir une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux, Amérique du Nord, comme le souhaitait Colonel House, l'Europe, le monde soviétique, etc. Et il faut savoir que cette pan-Europe a joué un très grand rôle, puis de nombreux textes de la construction européenne sont pan-européens. Pour vous donner une petite idée de la puissance de la pan-Europe, vous avez la maison mère, mais vous avez des subdivisions. Pan-Europe France, pan-Europe Allemagne, pan-Europe Italie, Pays-Bas, etc. Donc je vous ai dit que les principaux textes de la construction européenne sont en fait, comme par exemple la Charte des langues régionales, issue des travaux de la pan-Europe Allemagne, mais il faut savoir que le trésorier de la Pan-Europe France dans les années 60 s'appelait Georges Pompidou, de la Banque Rothschild. Et en 2004, et j'ai mis le document dans mon livre des origines du mondialisme, la grande réinitialisation, en 2004, les membres d'honneur de la Pan-Europe France s'appelaient Jacques Chirac, Hélène Carrère-Dancos, Alain Juppé, Michel Barnier et Raymond Barre. Le même Raymond Barre qui, dans les années 80, était à la tête d'un institut, d'un groupe de travail plus précisément, dans le cadre de Davos, et ce groupe de travail qui a lancé le projet qui est né en 1994, l'ALENA, Canada, États-Unis, Mexique, ce fameux bloc nord-américain en voie d'unification. Et ce programme de blocs continentaux s'accompagne aussi d'une modification des esprits. Le même Richard de Koudenov-Kalergi, la même année 1925, est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Praktischer Idealismus », qu'on pourrait traduire littéralement « idéalisme pratique ». Alors je dis tout de suite, j'ai l'original de 1925 en allemand des éditions de la Pan-Europe. Donc c'est l'original, parce qu'on pourrait dire qu'il y a eu des ouvrages, les réimpressions qui ont été caviardées. Là j'ai l'original. Et en fait, on retrouve dans Koudenov-Kalergi cette prolongation de tout ce que je vous ai raconté auparavant, de gnose, de protestantisme, de cabale, etc., où il dit par exemple que le christianisme est, je cite, un christianisme régénéré, ce qui est archi faux. Et entre autres, il fait la promotion, une chose qui est très intéressante, qui est de faire en sorte, je le cite, que l'esprit du brahman et du mandarin prennent le dessus sur l'esprit du chevalier. Chevalier représente en fait l'Europe chrétienne, et en fait la victoire d'une pensée orientale sur l'Europe. Pas pour rien d'ailleurs que le Grand Orient s'appelle Grand Orient en maçonnerie, il ne s'appelle pas le Grand Occident. Bon. Et cette idée de blocs continentaux, de populations mélangées, va être présentée en 1942 avec une carte qui ressemble furieusement par certains aspects à ce que fait Trump. Vous avez sur cette carte
un prototype post-war New World Map, et vous avez une Amérique du Nord, Canada, États-Unis, jusqu'au canal de Panama, Groenland inclus. Avec l'Empire britannique, vous avez une Russie soviétique, la Russie de Staline, qui pèse très lourd, et donc vous avez cette mise en place de blocs continentaux. Mais, Staline ne va pas rentrer dans le jeu, et ce projet va pas prendre de suite avec la coupure de l'Europe en deux, et les deux blocs antagonistes. Donc vous voyez, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Vous parlez Colonel House, je vous ai cité Anarchist Clubs, et l'Europe, et l'Amérique, et l'Asie, dans le cadre de la cité vaste et heureuse de Philadelphie, tout ça c'est ésotérique à mort. Tous ces projets-là, ils sont très anciens, ils sont modernisés, ils sont remaniés parfois, mais vous avez toujours la même idée de grands blocs constituant l'ossature d'une gouvernance mondiale qui va, en raison de l'opposition de Staline, ne pas voir le jour. Alors, donc, on voit que ce que fait Trump, ce n'est pas nouveau, il ne fait que reprendre un projet ancien, un modèle ancien, en particulier avec le Groenland qui recèle d'importantes terres, les fameuses terres rares qui rendent la composition de portables, enfin de smartphones, d'ordinateurs, etc. Les routes stratégiques pour enquiquiner les Russes et les Chinois. Enfin bref, tout ça, ça va très loin. Et donc on voit actuellement, qu'en fait, je dis qu'on est dans la finalisation des tentatives de finalisation d'une gouvernance mondiale, de répartition des zones d'influence. En gros, un bloc eurasiatique avec l'Ukraine qui doit rester, en tout cas qui ne doit jamais intégrer l'Union européenne et l'OTAN, un bloc Union eurasienne qui devrait avoir une entité progressivement supranationale. En échange, un Trump qui aura le droit de contrôler un bloc nord-américain, Groenland inclus, pesant très lourd. Je rappelle qu'en 2005, vous avez eu le CFR, le Council of Foreign Relations, qui a élaboré un programme d'unification du bloc nord-américain, construire un bloc, la communauté nord-américaine, réunissant États-Unis, Canada, Mexique, sorti en 2005, et présenté entre autres par Bush fils, le président mexicain et le premier ministre canadien en 2005, et que le projet devait être finalisé en 2010. Nous sommes en 2025, ils ont 15 ans de retard. Nous pouvons montrer que le système, il n'est pas toujours implacable. Il a ses grains de sable. Tout ne marche pas toujours à leur vitesse, à leur cadence. Ouf, tant mieux pour nous. Ça veut dire que quand le système coince, il peut peut-être se casser la gueule aussi. Et il va se casser la gueule comme Babel. Mais le problème, c'est qu'on est dans la tour. Voilà, ça, c'est le truc qui est un peu agaçant. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est en particulier une Europe, la malheureuse Europe, qui est le véritable paillasson, peut-être un jour sanglant, de ces rivalités entre la Russie de Poutine et l'Amérique de Trump. Et en fait, le projet, et ça a été présenté en 1990 par la revue The Economist, en 1990, le projet de gouvernance mondiale. Et cette carte est révélatrice. Elle est dans mon livre Atlas du mondialisme, ou aussi en archives du mondialisme, où vous avez le groupe Euro-Asia, avec le modèle russe, le groupe Euro-América. Et regardez cette Union européenne littéralement accolée à l'Amérique du Nord, avec l'Angleterre, le Brexit, qui fait la jonction. Et regardez le personnage de Euro-América. C'est le représentant typique du Mayflower, avec sa collerette en fraise. Et en fait, qu'est-ce que le Mayflower ? C'est la Nouvelle Jérusalem, c'est l'anti-Rome, et en fait, c'est la victoire définitive, selon eux, de la Nouvelle Jérusalem sur l'Europe papiste, soumise, vampirisée par l'Amérique du Nord. Et regardez, alors c'est un prototype. Donc vous avez le groupe musulman islamistan, le groupe asiatique confucianien, l'Inde, Hindouland. En revanche, il y a une chose que je n'ai pas pu comprendre dans cette carte, il n'y a pas l'Australie, il n'y a pas la Nouvelle-Zélande, et il n'y a pas la partie sud de l'Afrique. Pourquoi ? Je ne peux pas vous répondre. Mais on a, voyez-vous, un prototype. Et regardez cette Europe, cette Union européenne, je ne dis pas que c'est la frontière exacte, mais on voit qu'il y a un modelage. Vous avez des pays de l'Union européenne qui n'appartiennent plus à l'Union européenne dans cette carte, mais au bloc Euro-Asia. La Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, peut-être la Hongrie, sont
intégré au bloc Eurasia. Donc pour vous montrer que des modifications sont possibles. Je ne dis pas que c'est la carte exacte, mais en gros vous avez les prototypes. Et vous avez en bas à gauche de cette carte une formule latine, typiquement vicieuse du groupe The Economist, la City de Londres. Cette carte est à peine sérieuse. Ça, c'est la formule tordue de gens qui disent « Regardez ça, c'est n'importe quoi », mais c'est exactement ça qu'ils veulent. Et avec ce que je vous ai raconté, on voit bien que c'est un projet ancien. Et là, 2025 et les années qui vont suivre, c'est la tentative de finalisation. Je te donne ça, tu me donnes ça. En fait, on arrive à cette situation, j'allais dire, vulgaire du partage du gâteau. Voilà. Et j'arrive peu à peu vers la fin, tenez le coup un quart d'heure. Cette Europe, comme je dis, le véritable paillasson, et en particulier avec des dirigeants politiques déconsidérés en France, en Allemagne avec Scholz, etc., en Angleterre, Starmer, des partis dits populistes, j'ai bien dit populistes, dits d'extrême droite, mais est-on vraiment d'extrême droite quand on défend son pays? Je ne vois pas où est le mal. Mais il n'empêche, une Europe aussi soumise à une invasion migratoire. Et là, il y a une chose qui m'a toujours étonné dans ces partis dits populistes, c'est qu'il y a un élément, en tout cas dans lequel la France, qui permet de connaître la présence de population étrangère. C'est le fameux test de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche les globules rouges et qui touche essentiellement les populations nord-africaines et subsahariennes et rarement les blancs et les asiatiques. Dans le cas de la France, ce test est obligatoire pour tous les nouveau-nés naissant de parents originaires de ces contrées ou un des deux, depuis 2000 ou 2001. Et donc, quand il n'y a pas le test, ça veut dire que vous n'êtes pas originaire de ces contrées. Bon. Et le problème, c'est qu'avec un test pareil, dans le cas du ministère de la Santé en France, on savait exactement le pourcentage des naissances des populations issues de ces contrées lointaines. Et donc, les dossiers, le rapport de chaque année étaient publiés, et puis, vu la réalité des chiffres, eh bien, les tests continuent à être faits, mais ils ne sont plus publiés depuis 2017. Alors, pour information, j'ai mis le dernier rapport officiel de 2017 pour la France, qui n'a jamais été cité par Marine Le Pen, Éric Zemmour, ou même par Jean-Marie Le Pen. Et on peut s'étonner parce que c'est scientifique, c'est le ministère de la Santé. En fait, il y a les chiffres, donc le test pratiqué dans toutes les régions de France, la moyenne nationale, et puis, pareil, les tests pratiqués en Outre-mer. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, en sachant que les chiffres de 2017 sont dépassés depuis, ils ont fait qu'augmenter, mais on a déjà une photo. En 2017, la région française qui a eu le taux le plus faible de drépanocytose, c'est la Bretagne, avec 9,6% avant le test. Donc il y a eu, en Bretagne en 2017, 9,6% des naissances d'origine noire et subsaharienne. L'Île-de-France, 70%. Ce qui veut dire qu'en 2037, donc dans 12 ans, 70% des hommes et femmes ayant 20 ans en Île-de-France sont originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Et puis vous avez des moyennes de 35 ou 40%, 42% en Rhône-Alpes. Moyenne générale pour la France, en 2017, vous avez eu 38% des naissances en France à avoir ce test. Donc ça veut dire qu'un bon tiers est issu des naissances, ces naissances sont issues d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Dans le cadre des territoires d'outre-mer, vous cite un seul chiffre, et ça vous allez le comprendre rapidement, c'est le cas de Mayotte, où les résultats sont nets et clairs, c'est 100%. Normal, vu l'origine de ces populations. Eh bien, chose étonnante, ces chiffres-là n'ont jamais été cités par Éric Zemmour, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, et pourtant le rapport est officiel, il émane des autorités officielles de santé en France. Et donc, si ces personnages censés lutter contre l'immigration ne l'ont pas fait, on peut s'étonner d'une telle pudeur. Dans le cas de l'Europe, vous avez donc ces partis politiques dits d'extrême droite, Geert Wilders aux Pays-Bas, l'AfD en Allemagne, Orban en Hongrie, etc., qui disent des choses tout à fait justes, mais il faut le dire, certes veulent lutter contre
l'inversion, enfin l'invasion, et une inversion démographique, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste à un basculement de remplacement, il ne faut pas avoir peur des mots. Mais chose qu'il faut constater, c'est que ces partis, en fait, sont sionistes. Or, je vous ai rappelé que la pensée sioniste est antinationale, puisque Theodor Herzl a bien dit qu'il faut détruire le patriotisme des nations, sauf nation israélienne. Et puis, on peut quand même s'étonner du passé de certains. Je me suis intéressé, par exemple, à l'AfD. J'ai mis la vidéo il y a quelques jours de ça sur mon compte X, et vous avez des représentants de l'AfD, donc vous avez l'affiche AfD, Alternative für Deutschland, qui chante en hébreu avec la kippa sur la tête, avec des représentants juifs. Bon. Mais il faut s'intéresser aussi à Alice Weidel, femme très intelligente, elle parle l'anglais, le chinois, elle a un doctorat en économie. Mais je me suis intéressé à son CV. Auparavant, elle a travaillé chez Goldman Sachs et le groupe Assurance, qui sont quand même des instituts réputés mondialistes. Et puis, je me suis intéressé parce que vous avez en Allemagne, 23 février 2025, des élections. Et en particulier, alors, vous avez le parti la CDU, actuellement dirigé par Friedrich Merz. Alors, l'AfD se rapproche de la CDU d'un point de score dans les sondages. Et à un moment donné, on peut peut-être se dire qu'il pourrait avoir une alliance. Alors, il y a des oppositions dans certains domaines, mais pas dans tout, puisque je vous ai cité le CV de Alice Weidel, Goldman Sachs et Allianz. Eh bien, je me suis intéressé au CV de Friedrich Merz. Dans les années 2016-2017, il était le patron du comité de surveillance de BlackRock Allemagne. La maison mère BlackRock, c'est Larry Fink, qui est membre du comité de direction de Davos. Donc on peut avoir peut-être une certaine réserve à l'égard de ces partis dits d'extrême droite qui disent des choses tout à fait justes, mais on peut regretter certains aspects propres à leurs dirigeants. Donc comme je l'ai dit, nous arrivons à une situation où l'Europe est quand même soumise à des pressions terribles. Il ne faut pas oublier le Proche-Orient. Rapidement, vous avez eu... Bon, évidemment, la création de l'État d'Israël en 1948 a créé des troubles. Je rappelle d'abord la déclaration Balfour en 1917, où c'est le gouvernement britannique qui reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine. Il faut d'abord savoir, et c'est dans le livre de Carroll Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, Carroll Quigley qui était un grand universitaire américain, que le véritable rédacteur, j'ai fait la préface de ce bouquin, donc c'est aux éditions Culture et Racines. Il faut savoir que le véritable rédacteur de la déclaration Balfour, ce n'est pas James Arthur Balfour, mais Alfred Milner, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Le même, il est mort en 1901-1902, qui travaillait main dans la main avec les Rothschild, et de Cecil Rhodes, qui est à l'origine de la création de la Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Zambie-Zimbabwe, et qui a posé les jalons pour la création de la colonie sud-africaine en Afrique du Sud. Donc, Milner faisait partie de ce milieu oligarchique. En 1929, vous avez la création de l'agent juif, qui est le gouvernement israélien avant l'heure. Il faut savoir qu'en faisait partie, entre autres, Léon Blum, Premier ministre français avec le Front populaire en 1936, et le même Léon Blum qui va faire venir de Londres à Paris. Alors ça, c'est dans mon livre, j'ai mis le document en allemand et traduit en français dans mon livre Sionisme mondialisme, qui fera venir à son arrivée au pouvoir en 1936, Léon Blum fait venir le service d'espionnage, la Haganah, de Londres à Paris. Il est vrai, il faisait partie de l'agent juif, ça peut se comprendre. Je rappelle aussi un élément clé, l'accord de la Havara, conclu, Havara c'est transfert en hébreu, conclu en août 1933 entre le régime nazi et les représentants sionistes allemands pour financer un transfert de population germanophone formée aux techniques agricoles et artisanales d'Allemagne en Palestine. Et c'est ça qui va créer l'embryon de l'économie israélienne en 1948. Si Israël a tenu le coup en 1948, au moment de la naissance de ce pays, face aux pays musulmans, ce qui avait un embryon d'économie, c'est bien gentil de faire la guerre, mais il faut être nourri, il faut une intendance. Eh bien, vous avez eu, suite à cet accord de la Havara, une formation de ces juifs germanophones de août 1933 à avril 1941.
Et les documents que j'ai cités viennent directement des instances juives en lien avec le mémorial de la Shoah. Donc c'est ça qui a créé ce noyau d'économie juive et israélienne par la suite. Il faut savoir qu'il y a eu entre 1933 et 1941 l'injection. Alors vous aviez en 1939-40 environ 400-450 000 juifs à vivre en Palestine, et vous avez eu, grâce à cet accord de l'Avara, 1,4 milliard de dollars injectés dans cette jeune économie juive qui allait devenir israélienne en 1948. Je rappelle que les premiers kibbutz n'ont pas été créés en Israël, mais en Allemagne nazie, et vous avez entre autres la lettre, j'ai cité le passage de Ginsburg, qui dit, alors c'est en 37 ou en 38, je ne sais plus exactement, envoyez-nous une lettre adressée aux représentants juifs en Palestine, à l'époque sous mandat britannique, envoyez-nous des hommes pour nous enseigner aux techniques agricoles, etc., en Allemagne, qui puissent faire les cours en hébreu et qui puissent aussi parler correctement en allemand pour entretenir de bonnes relations avec les autorités locales. Lendemain de la Seconde Guerre mondiale, création de l'État d'Israël, et vous avez les pays musulmans qui vont réagir, mais il faut savoir, donc vous avez eu Kippour, etc., guerre des 6 jours, etc., mais il faut savoir que les autorités israéliennes ont rapidement élaboré des documents pour favoriser le démembrement des pays musulmans. Alors déjà, vous avez le plan Oded-Yinon de 1982, qui est très moderne. Alors je dis tout de suite, j'ai l'original qui m'a coûté 300 €. C'est un fascicule de 26 pages qui a été rédigé par Israël Shah, qui est un Israélien qui défendait la cause palestinienne et qui a traduit de l'hébreu en anglais le projet de démembrement des États musulmans, Irak, Syrie, etc. Et il n'a jamais été attaqué pour ce qu'il a traduit, puisque le document est hébreu, il émanait d'un groupe d'Israéliens, et il a donné tous les noms. Et d'ailleurs, vous avez les noms dans mon livre Atlas du mondialisme. Vous avez un autre programme très moderne, très actuel, si je puis dire, qui est sorti en 1996, sous la direction de Richard Perle, rapport adressé à l'époque à Netanyahou, rapport qui s'intitulait Clean Break, littéralement cassure propre, on dirait rupture nette, un truc comme ça, de décomposition des États musulmans, et en particulier, et ça vous avez, j'ai sorti le document en 2007 dans mon livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, destination Babel, ce passage très moderne, donc c'est en 1996, où il dit qu'il faut faire sauter le régime alaouite en Syrie, avec l'aide de la Turquie. Israël est en arrière-fond diplomatique et militaire pour aboutir à ce projet. Donc c'est très moderne. Vous avez en 2004 le lieutenant-colonel américain Ralph Peters qui a produit dans une revue américaine AFJ un programme de décomposition des pays musulmans intitulé Frontières de sang. Et vous avez eu en 2013 dans le New York Times, alors toutes ces cartes ont été mises dans mon livre Atlas du mondialisme, New York Times, donc en fait l'émanation de CIA, etc., l'article de Robin Wright, comment faire de 5 pays 14, avec démembrement des États musulmans et démembrement de la Libye. 2004, Sarkozy fera le boulot quelques années plus tard. Et depuis, nous avons une hémorragie continue de flux migratoires du sud, de l'Afrique, traversant une Libye éclatée en direction de l'Europe. Vous avez un Netanyahou en contact étroit avec les Lubavitch, et vous avez le dernier rabbin Lubavitch, Schneerson, je me rapproche de la fin, qui lui a dit qu'il serait l'homme idoine pour remettre le sceptre au Mashiach, au Messie. Mais cela passe par une politique de chaos. Alors il faut dire qu'au sein de ces élites, il y a des bagarres. Récemment, quelques jours de ça, vous avez eu cet économiste américain qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui a tenu des propos expliquant cette politique de démembrement des États musulmans. Et Trump a publié sur son Truth Social cette vidéo en traitant Netanyahou, je cite, de sombre fils de p***. Petite remarque,
Trump, il ne faut quand même pas jouer les vierges effarouchées, était évidemment au courant de tout ça. Il n'a pas découvert ça il y a quelques jours. Simplement, il y a des tractations et des pressions réciproques pour un même but, mais avec le respect des intérêts de chacun. Alors là, qui va gagner, je ne sais pas. Je termine par la chose suivante. Voyez-vous, comme je vous l'ai dit tout au début de cette conférence, l'objectif, enfin, nous sommes en début 18 janvier donc 2025, nous assistons aux tentatives de finalisation de gouvernance mondiale avec l'émergence de zones d'intérêt, de blocs. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et c'est ce que va faire Trump, ce que va faire Poutine, Xi Jinping pour la Chine. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre et finaliser? Personnellement, j'y crois pas. Ou bien, s'ils réussissent, ça sera temporaire, parce que ça voudrait dire que le système, le mal, finalement, a réussi à imposer ses vues. Et il y a une chose qu'il faut comprendre. Voyez-vous, peu importe nos idées, cathos, athées, juifs, protestants, bouddhistes, peu importe, il faut d'abord et avant tout connaître la manière de raisonner de la partie d'en face et de ces milieux messianiques qui vous parlent de rédemption par le péché, du malheur pour activer un bien en passant par le mal. Une mentalité complètement tordue et vicieuse même. Mais c'est comme ça qu'ils raisonnent. Et vous avez un grand universitaire israélien qui est mort en 82, qui s'appelait Gershom Scholem. J'ai lu presque tous ses livres, et qui a parfaitement saisi cette politique qui est en fait l'encouragement au chaos. Parce que pour comprendre l'évolution de cette gouvernance mondiale, ça passe par des sacrifices humains, par des désordres inouïs. Dans ce sens que le nouveau judaïsme s'est construit en opposition au christianisme, au sacrifice du Christ, sanglant sur la croix, non sanglant sur l'autel. Et vous avez certaines factions juives, bien certaines parce qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées, qui estiment que créer le malheur, accélérer le malheur, c'est une bonne chose. Ils appellent cela la rédemption par le péché ou le saint péché. Et c'est l'universitaire israélien Gershom Scholem qui a parfaitement cerné cette mentalité. Certains de ses représentants juifs parlent des souffrances de l'enfantement avant l'arrivée du Mashiach. Une femme, avant d'accoucher, souffre. Et la souffrance, en fait, c'est pour aboutir à l'arrivée d'un bébé. Et chez ces gens-là, les souffrances, dans tous les domaines, sont le prélude à l'arrivée du Messie. Et plus ces souffrances sont grandes, plus on arrive à l'arrivée du Messie, selon eux. Alors je précise toujours, certaines factions juives raisonnent comme ça, d'autres sont farouchement opposées. Mais il faut penser et se dire que, pour le moment, cette tendance marque des points. Et je vais vous citer les propos de Gershom Scholem sur le messianisme juif. Enfin, le titre de son livre, d'ailleurs, c'est « Le messianisme juif ». Écoutez la modernité de ses propos. Je le cite. « Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais il y a un krach financier qui arrive, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah, loi, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. On y est. Et ce qui est terrible dans la situation actuelle, c'est que vous avez des Trump et des Poutine qui s'opposent d'une manière tout à fait juste à tout ce qui est wokisme, LGBT, etc. Oui, mais comme je vous l'ai dit, dans le cas d'une noachisation complète, c'est l'anéantissement du christianisme. Et dans ces cas-là, pour toute personne s'opposant aux lois noachides en disant bah, « moi je vais aller à la messe, moi le prêtre je veux confesser, dire la messe », la réponse sera « monsieur » ou madame pour aller à la messe, eh bien vous serez condamné à mort par décapitation. Et c'est ça qui est terrible, c'est la carotte qui consiste à dire on vous supprime le wokisme, le LGBT, très bien, mais en contrepartie, l'aspect chrétien, et l'aspect chrétien classique, j'entends, pas Vatican II, ça va de soi, saute. Et là on arrive au bout du bout. Et c'est là où il faut s'accrocher au principe de l'espérance chrétienne. La tour de Babel s'est bien cassé la figure. Il faut croire qu'il y aura une deuxième tour de Babel à s'écrouler. Et c'est là où l'espérance chrétienne prend toute sa valeur et
mais il faudra malgré tout serrer les dents. Je vous remercie.